Nous sommes arrivés à la troisième et dernière partie de la séance d'aujourd'hui consacrée à l'analyse des textes. Alors, avant de commencer l'analyse des textes prévus pour aujourd'hui, deux mots sur les textes dont je ne parlerai pas, mais que vous trouverez dans le dossier. Donc, le texte de Descartes, c'est une partie de l'introduction du discours sur la méthode. Là, je l'ai mis uniquement pour vous montrer qu'est-ce que c'est une langue française scientifique, une des premières expériences de l'emploi du français au niveau philosophique. Donc, je vous laisse lire et regarder qu'est-ce que ça donne le texte. Je ne parlerai pas non plus du premier texte de Corneille que vous avez, que j'ai mis seulement pour comprendre la nature des accusations adressées au Cid de Corneille et pour voir comment Corneille essaye de se défendre. Donc là aussi, je n'en parlerai pas, mais vous pouvez le regarder et le lire. Je ne parlerai pas non plus du premier texte de Racine, qui est aussi, que je mis aussi, parce que Racine aussi est bien obligé de traiter les questions qui dérivent de l'imitation d'Aristote, etc. Il a une position un peu plus libre par rapport à Corneille, c'est-à-dire qu'il dit sans détour que le plaisir pour l'auteur et pour le spectateur doit prévaloir sur les règles. Ça, c'est la synthèse, mais là aussi, je vous laisse voir le texte vous-même et je passe au premier texte qu'on doit commenter aujourd'hui. Et bien entendu, il s'agit des remarques sur la langue française de Vaugelas. Alors, deux mots aussi sur l'orthographe qu'on trouve dans ce texte, même, même si ce qui nous intéresse le plus dans le cas de Vaugelas, c'est sa position et ses critères. Alors, vous pouvez voir que dans le texte de Vaugelas, l'orthographe n'est pas particulièrement novatrice. L'accent aigu est utilisé uniquement pour les E finaux. Donc là, vous voyez par exemple, euh, il n'y a l'accent grave utilisé seulement pour distinguer la préposition à, comme ici par exemple. Il n'y a pas de distinction entre I et J et U et V, sauf quelques petites exceptions, notamment nous avons vivante ici, dans lequel le V initial est écrit comme un V, effectivement. L'exception pour le J est le pronom personnel je, utilisé uniquement ici, dans le cas du passage qui nous concerne. D'autres observations, je vous fais remarquer l'emploi qui était typique à cette époque du X à la fin du mot loi au pluriel. L'emploi des Y, on ne le voit pas ici, on le verra tout à l'heure, donc on utilise encore des Y pour la fin des mots. Et l'absence des et T avant le S, comme dans le cas d'ornements différents. Donc, je vous avais dit qu'en principe, au courant du XVIIe siècle, on commençait à stabiliser la présence de ces lettres, mais chez Vaugelas, on ne le trouve pas encore. Donc, par contre, ce qu'on remarque, ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'extrême clarté d'exposition des notions par Vaugelas et son contrôle du lexique et de la syntaxe, c'est-à-dire qu'il applique les règles qu'il préconise finalement. La première chose qu'on peut dire, ce sont les parties mises en évidence en vert, c'est que Vaugelas ne se pose pas en tant qu'autorité despotique. Il dit qu'il ne prend pas, il ne veut pas prendre un pouvoir qui appartient uniquement à l'usage. Donc, dès le début, il reconnaît que sa norme, ses règles seront fondées sur l'usage. Et il dit qu'il sera, il ne voudra pas opérer en tant que censeur de la langue. Mon dessein n'est pas de reformer notre langue, ni d'abolir des mots, ni d'en faire, mais seulement de montrer le bon usage de ceux qui sont faits. Voilà donc, il essaye de tempérer un peu cette idée de
du purisme en tant que censure des mots, de proscription des mots. Il dit tout simplement, je prends les mots qui sont à l'usage et je vous en montre le bon usage. Donc, finalement, pour continuer la métaphore qu'il avait euh, utilisée dès le début sur le fait de ne pas prétendre d'avoir aucune autorité, aucun pouvoir, il dit qu'il veut passer seulement comme un simple témoin qui dépose ce qu'il a vu et ouï et entendu. Donc, c'est quelqu'un qui rapporte des conclusions à partir d'une série d'observations pratiques. Voilà donc la position soutenue par Vaugelas. Dans la deuxième partie de l'extrait, mis à part le Y que je vous avais promis dans la première fiche que vous trouvez là, à la fin du mot, il y en a d'autres évidemment, il entre un peu plus dans le détail de ce que c'est que l'usage. Et il dit qu'il y a un bon et un mauvais usage. Et c'est intéressant de voir aussi ce qu'il dit à propos du mauvais usage. C'est-à-dire que le mauvais usage se forme du plus grand nombre de personnes. Voilà donc ce côté élitiste dont on avait parlé, hein. Donc, le mauvais usage, c'est l'usage de tout le monde, d'un trop grand nombre de personnes, qui presque en toute chose n'est pas le meilleur. Et le bon, au contraire, est composé non pas de la pluralité, mais de l'élite des voix, c'est-à-dire ce sont des témoignages choisis qui permettent de repérer le bon usage. Ensuite, il y a la définition que nous avons déjà vue du bon usage, la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. Et il souligne que quand il parle de la cour, il comprend les hommes et les femmes, ainsi que plusieurs personnes de la ville où le prince réside. Donc vous voyez qu'il y a une définition de cour, non pas uniquement fondée sur la personne du roi ou de ses proches, mais sur les hommes et les femmes qui s'expriment le mieux à la cour. Et en tout cas, la base dialectale doit être la ville dans laquelle le prince réside. Cette idée de cour et de prince est reprise par les théoriciens de l'histoire de la langue italien qui déjà au XVIe siècle, je pense notamment à Bembo, déjà au XVIe siècle, parlait justement du fait qu'il faut fonder une langue nationale là où il y a la résidence et la cour principale du prince. C'est tout donc pour Vaugelas. Je crois qu'on peut passer au deuxième texte qui est le texte de Corneille dont je vous ai parlé dans la première partie de la séance, qui essaye d'introduire de nouvelles règles orthographiques. Ce qui nous intéresse là, en particulier, c'est de constater la sensibilité phonétique de Corneille, qui lui permet de distinguer les différents sons de la langue française et de les organiser, de les grouper. Donc il y a un esprit carrément phonétique qui reconnaît l'état de la langue et de la prononciation de son époque. L'autre chose intéressante à remarquer, c'est que Corneille reconnaît avoir trouvé, avoir été inspiré par les typographes hollandais. C'est-à-dire, encore une fois, ce sont les imprimeurs qui introduisent des nouveautés, en particulier aux Pays-Bas, et Corneille prend les instruments, les diacritiques utilisés par les Hollandais et essaie de les introduire aussi dans la langue française, dans le but, il est intéressant de remarquer, de faciliter la prononciation aux étrangers. C'est le signe que la langue française est désormais en train de devenir une langue de référence en Europe et qu'elle est très répandue et que donc il y a un problème de lecteurs qui ne sont pas forcément francophones. Mais entrons dans les détails des idées de Corneille du point de vue orthographique. Vous voyez qu'il tire l'exemple des Hollandais qui ont séparé les I et les U consonnes d'avec les I et les U voyelles en se servant du J et du V. Alors, vous voyez une nouveauté qui n'avait jamais été utilisée de manière cohérente et constante jusqu'à maintenant. Corneille se propose de l'utiliser de manière constante.
c'est-à-dire de séparer I et J et U et V. Ensuite, il nous dit qu'il a constaté 4 prononciations différentes d'un nom S, et on ne s'intéressera pas des S, ce serait trop compliqué, et 3 d'un nom E. Et c'est sur ce point du E, justement, que je voudrais faire encore quelques petits commentaires. Alors, les 3 types de E, selon, d'après Corneille, ce sont le E féminin. Le E féminin qui serait le E central, ce qui deviendra ensuite le E muet, qui se rencontre, comme vous voyez, comme il dit, dans les dernières syllabes des mots qui ont terminaison féminine, évidemment. Ensuite, il y a le E masculin, qui est le E latin, qui se prononce comme dans la langue latine, c'est-à-dire le E. Et en troisième E, qui ne va jamais sans le S, et qui est le E qui se prononce de manière ouverte, ou, pour utiliser l'expression de Corneille, un E qui se prononce de manière élevée. Pour distinguer ces 3 types de E, Corneille propose un E simple, un E avec accent aigu pour le E latin et un E avec l'accent grave pour la prononciation ouverte. Donc exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Et il nomme ces mots le E simple, le E aigu et le E grave. Donc vous voyez, aussi au niveau de la terminologie du lexique, c'est exactement les mots que nous utilisons. Et ils en donnent des exemples. Vous voyez âpre sans accent, parce qu'il s'agit d'un E central, vérité avec E aigu et après avec E grave. Ce que nous extendrons à succès, excès, procès, c'est-à-dire à tous les mots dans lesquels le E se prononce de manière ouverte. Mais ce n'est pas fini, il y a encore un troisième passage qu'il faut analyser. Il dit que ce même E ouvert se trouve aussi devant 2 L. Encore une observation très correcte. Et il dit que puisqu'il y a les 2 L, ce n'est pas nécessaire dans ce cas d'utiliser l'accent. Les 2 L suffisent pour nous dire que la prononciation est ouverte. Et en fait, c'est exactement comme on fait encore aujourd'hui. Finalement, euh, Corneille nous dit que le et avec accent aigu, il n'est pas seulement utilisé à la fin du mot, mais également quand on supprime le s qui le suit. Établir, étonner. Donc vous avez là 2 normes en même temps, c'est-à-dire la suppression du s au niveau graphique, ce qui n'est pas encore comment dire, présent de manière systématique dans les textes du XVIIe siècle, et l'emploi de l'accent aigu pour souligner l'allongement du « et ». Mais une autre nouveauté, il dit qu'il se rencontre souvent au milieu de mots avec le même son, bien qu'on ne l'écrive qu'avec un « e » simple, comme dans le mot sévérité, qu'il faudrait écrire sévérité. Vous voyez qu'il préconise une graphie qui sera la graphie moderne. Donc voilà les observations concernant le texte de Corneille. Il faut dire aussi, il faut reconnaître que, de manière étrange, les règles énoncées par Corneille dans ce texte ne sont pas mises en pratique de manière cohérente dans le même texte qui le présente. Et d'ailleurs, ils ne seront pas mis en pratique de manière systématique, même après la publication du texte de Corneille. Donc, c'est en tout cas intéressant de montrer comment Corneille affiche cette sensibilité et cette modernité au niveau orthographique en proposant des choix qui seront retenus finalement par le français moderne. Mais il est aussi important de souligner que la publication du texte de Corneille en soi ne sera pas suffisante pour imposer cette graphie. Il faudra encore la reconnaissance d'autres institutions telles que l'Académie française, par exemple. Et c'est tout aussi pour le texte de Corneille. Donc, je passerai au dernier texte que j'aimerais commenter aujourd'hui avec vous. Et c'est un extrait de la Phèdre de Racine. Il est par contre très intéressant de remarquer, vous voyez la date d'ailleurs, c'est déjà une date assez tardive, on est en 1677, donc déjà vers la fin du siècle, où le système orthographique commence à se stabiliser, mais il est très intéressant de remarquer la modernité extrême du
point de vue orthographique, appliquée par Racine, qui se sert de pratiquement toutes les règles annoncées par Racine, et cela avant la parution des normes de l'Académie française. Donc, j'ai souligné en jaune surtout les exceptions, parce que vous pouvez constater, même dans la partie de l'extrait que je ne commenterai pas ensemble, que finalement, toutes les règles préconisées par Corneille sont appliquées par Racine dans sa Phèdre. Je vous en donne quelques exemples. La distinction entre I et J. Vous voyez que constamment le J, le je est écrit de cette manière. Alors que pour le V, c'est la même chose. Je ne sais pas si on a là des exemples, mais volage, voilà, vue, divers. Vous voyez que la graphie dans ce texte est carrément moderne. On utilise les accents aigus également au milieu du mot, par exemple dans le cas de dépeint. Voilà. On trouvera d'autres exemples dans la deuxième partie de l'extrait. On utilise les accents graves non seulement pour le A, préposition, mais également pour la. Je ne sais pas s'il est ici. Non, je crois qu'il se trouve dans la deuxième partie. On va le voir bientôt. Et aussi pour ou, adverbe. Là, par contre, le ou, vous ne l'avez pas dans cet extrait, mais vous le trouverez dans d'autres parties du texte. Donc, bizarrement, ce même E n'est pas utilisé pour distinguer la prononciation au milieu du mot, par exemple dans le cas de père. Mais il faut dire aussi une chose, que dans la prononciation de mots tels que père, on hésitait encore entre une prononciation avec E fermé et E ouvert. D'où le fait probablement on hésite à utiliser un accent, que ce soit aigu ou grave, pour distinguer ce mot. Mais en tout cas, on ne remarque pas d'emploi de E grave, d'accent grave par contre, au milieu, au centre des mots. On constate également qu'il y a quelques S superflus encore, traînants en particulier, vous voyez là, qui utilisent encore le S devant consonne. Donc le S n'est pas éliminé dans tous les cas, ce sera une conquête tardive qui interviendra de manière définitive seulement au début du 19e siècle. Mais déjà au 18e, ça sera pratiquement fait comme on pourra constater. Autre chose intéressante, c'est le mot fidèle. Alors là, c'est une observation intéressante parce que là, fidèle est au masculin. Mais fidèle, mais fier, vous voyez. Or, cet emploi de la forme féminine, on pourrait dire, avec le double L, euh, se rattache justement aux règles de Corneille. C'est-à-dire que Racine est conscient du fait que fidèle se prononce avec un et ouvert. Et donc, il emploie le double L pour souligner cette prononciation ouverte, fidèle. Après, évidemment, on distinguera de manière plus claire les masculins des féminins, mais là, c'est en tout cas un exemple fautif, mais d'un critère juste, c'est-à-dire le critère qui nous aide à prononcer le « et » ouvert en introduisant deux L. Vous voyez par contre qu'il y a, oui, distinction UV à voix, mais encore la graphie ancienne pour les imparfaits et les conditionnels. Et dernière chose qu'on peut dire dans ce cas, c'est l'emploi du tréma ici. Là, c'est intéressant de remarquer que ce tréma sur oui nous indique la prononciation bisyllabique de oui. Et si vous vous souvenez, une des remarques qu'on avait vues de Malherbe, c'est concernait justement le oui, qui, d'après lui, devait être bisyllabique, mais que d'après l'usage, qui est le maître, est devenu monosyllabique. Donc, en effet, vous voyez que là, c'est Malherbe qui l'a importé de certaine manière, ou pour mieux dire, c'est l'usage qui l'a importé, puisque aujourd'hui, oui est un mot monosyllabique. Mais pour Racine, il est encore bisyllabique. On a encore quelques rares emplois du E en hiatus qui seront éliminés. Là, celles qui l'ont vu, le participe de voir. Et vous voyez que pour exprimer la prononciation, il se sert de l'accent circonflexe, qui n'utilise pas très souvent
Racine dans ses textes. Dernière chose, euh, encore du point de vue de la modernité, c'est l'emploi du digramme OE dans des graphies comme pour le mot cœur. Donc on commence à imposer l'emploi de ce digramme, c'est-à-dire les deux lettres fusionnées dans un seul caractère. Et du caractère conservateur, par contre, on a encore entend sans le T, pardon, sans le D dans ce cas, qui précède le S. Donc un mélange de formes modernes à l'avant-garde et d'autres formes qui conservent par contre une graphie plus archaïque, mais en général, on peut constater qu'il y a un respect des innovations introduites par Corneille. On passe à la deuxième partie de l'extrait avec laquelle on terminera notre travail d'aujourd'hui pour noter des choses qu'on a déjà vues. Hein. D'abord, après on se concentrera sur celles qu'on n'a pas vues. Par exemple, entendu, encore une fois, pour indiquer que là, il y a deux syllabes, on utilise le tréma, un emploi qui sera éliminé par la suite dans l'orthographe. Présence du S superflu, lâche, présence de l'accent aigu aussi au milieu des mots, ça c'est une des innovations, céleste, déteste. Et voilà, on a vu un emploi archaïque du tréma, mais on peut constater qu'il y a parfois un emploi moderne pour indiquer les hiatus et pour aider la prononciation. Par exemple, dans tu me haïsses, il y a bien sûr la forme et la graphie archaïque de l'imparfait, mais il y a un emploi moderne du tréma que vous pouvez constater. Ainsi comme dans le cas de prétoin, on avait vu tout à l'heure dans la fiche précédente un emploi archaïque et incorrect, pour ainsi dire, de l'accent circonflexe, tandis que là, on a un emploi de l'accent circonflexe qui correspond parfaitement à l'idée de Corneille, c'est-à-dire un et qui marque la prononciation ouverte d'un e allongé à cause de la suppression du s. En fait, vous voyez que là, le s n'est plus là, le s étymologique n'est plus là, et on a l'accent circonflexe qui nous aide à prononcer ce et de manière allongée et ouverte. Là, par contre, pour revenir, vous voyez, il y a des allers-retours entre des formes modernes et des formes archaïques. Là, vous voyez encore un emploi archaïque du y à la fin. Donc, crois-moi, au-delà de la forme particulière pour l'impératif, il y a cet emploi de i. Voilà le la dont on avait parlé tout à l'heure, qui affiche aussi un accent grave, ce qui n'était pas le cas pour les textes qu'on avait vus en précédence. Et finalement, dernière observation qu'on doit faire à ce propos, c'est l'hésitation de l'emploi des doubles consonnes. Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit, déjà à partir du Moyen Âge, les doubles consonnes ont seulement une valeur graphique ou parfois elles sont utiles pour comprendre si la voyelle qui précède est longue ou brève, mais il n'y a pas de prononciation des doubles consonnes. D'où le fait que dans certains cas, on ne les utilise pas. Échapper, frapper, vous voyez que dans ces deux formes, on ne se sert pas des doubles consonnes. Alors que dans d'autres cas, les, les doubles consonnes seront bien présentes. Par exemple, approuve, vous voyez là. Dans d'autres cas encore, maintenant, affreux avec les deux F. Donc, il y a là aussi hésitation, mais c'est une hésitation qui correspond au fait que dans la prononciation, on n'entend pas les doubles consonnes. Et donc, souvent, on ne les utilise même pas dans la forme pratique. Alors, vous constatez par exemple, je vous avais montré frapper avec un P, mais il y a frappe ici. Sans doute parce que dans ce cas, le A est court. Et bref, frappe. Et donc, l'emploi de double P est utile aussi pour aider la prononciation du mot. Voilà, alors c'est tout aussi pour la partie des textes d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui a été plus courte que d'habitude. Dans des conditions normales, si on était en classe, évidemment, je commencerais déjà à parler du XVIIIe siècle, mais on profite du fait qu'on peut distribuer de manière différente la matière et j'arrête ici
Évidemment, la leçon sur le XVIIIe siècle, qui sera une seule séance, sera probablement un peu plus longue que d'habitude. Merci et bonne semaine.